Bonjour à tous, merci de nous retrouver comme tous les mardis midi côte est des États-Unis pour les webinaires de French Morning. Alors, vous le savez, on est le média pour les Français aux États-Unis depuis maintenant plus de 17 ans. On est en direct à la fois sur Zoom et sur LinkedIn, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions en direct. L'objectif, c'est de vous donner de l'info, mais aussi de répondre à vos questions en direct. Donc, allez-y. Aujourd'hui, on va voir l'immobilier à New York en 2025, acheter au bon prix et savoir se financer. On reçoit Renaud Detilly et Marius Coulon de Detilly Real Estate à New York. Bonjour. Bonjour messieurs. On va faire le point sur l'état du marché immobilier actuel avec eux et leurs prévisions pour 2025. Ensuite, on aura Betty Benzakein de HSBC. Bonjour Betty, Bonjour. spécialiste des prêts hypothécaires conventionnels et jumbo pour les emprunteurs à la fois internationaux, donc non domestiques, et pour euh, les nationaux, donc domestiques comme on dit aux États-Unis. Elle vous éclairera donc sur les solutions de financement et on verra aussi les options de prêt hypothécaire résidentiel. Donc, n'hésitez pas à mettre votre écran en plein écran, parce que Renaud va tout de suite partager son écran et démarrer la présentation. Pour ceux qui nous regardent en replay sur YouTube, si vous pouvez vous abonner, je vois que vous êtes toujours plus nombreux à regarder nos webinaires sur YouTube en replay, donc ça serait super de pouvoir vous abonner à notre chaîne. Merci. Renaud, je te donne la parole, je te laisse partager ton écran, et moi je reviens à la fin pour vous poser toutes les questions de l'audience en direct. Merci beaucoup, Romain. Alors, je vais partager mon écran. Le voilà. Dites-moi si vous le voyez bien. C'est parfait, merci. Normalement, oui. Merci, super. Merci. Donc, on va d'abord se présenter. De Tilly Real Estate. Je suis Renaud Tilly, le fondateur, CEO et broker de cette société aux États-Unis. Je suis accompagné de Marius, qui est ici, qui est broker aussi broker associé ici à New York et qui est aussi broker à Paris, qui est le directeur du bureau de Paris aussi et qui s'occupe de tous les aspects internationaux. Et nous avons Mathias qui va rentrer aussi un peu dans le sujet de conversation aujourd'hui parce que c'est notre responsable de toutes les expats, en fait, toutes les familles qu'on accueille chaque année. euh, Ici à New York, donc ils viennent un petit peu de partout du monde entier, majoritairement de France, mais et aussi un peu tous les autres pays d'Europe. Voilà, alors qui nous sommes de Thierry Real Estate? On est des experts en immobilier résidentiel. Là, aujourd'hui, on ne parle pas de Paris, ni de Miami, ni d'ailleurs. On parle de New York. On a deux agences à New York, une à Manhattan. Vous voyez la belle photo de Central Park qui ressemblera à peu près à ça dans peu de temps avec toutes les feuilles vertes. Et puis, on est aussi à Brooklyn, et qui est historiquement un des endroits où beaucoup de Français viennent s'installer. Sur cette photo, c'est juste là, c'est au bout à droite. On est donc, on fait un service à 360. En fait, c'est très simple. On est une agence immobilière. Donc, on fait de l'achat, de la vente, de la location, comme n'importe quelle agence immobilière que vous pourriez connaître. Mais on fait aussi de la gestion locative. Donc, ça veut dire que des gens qui achètent des appartements avec nous, eh bien, ou même d'ailleurs qui ont déjà des appartements qu'ils ont achetés bien avant nous, eh bien, on s'occupe de gérer pour eux le roulement de leurs locataires, hein, s'il y a des locataires qui s'en vont et qui viennent. Et puis, on gère aussi ce qu'on appelle l'appartement. Donc, on peut collecter les loyers, on paye les charges, on paye les taxes. Et puis, on gère aussi toutes les petites réparations qu'il peut y avoir dans la vie d'un appartement ou d'une maison pendant l'année, des petits problèmes de clim l'été, des petits problèmes de chauffage l'hiver, comme ça arrive chez tout le monde. Et puis, on est aussi marchand de biens immobiliers. Alors ça, c'est une troisième activité qui s'appelle Dotty Development. On achète avec des investisseurs majoritairement européens des maisons ou des buildings que l'on va rénover, grandir et ensuite soit relouer, soit revendre en faisant des plus-values intéressantes. Je vais vous montrer un petit exemple euh, d'une maison qu'on a acheté récemment. Voilà un petit peu donc et de Thierry Lestet est forcément au milieu de ce triptyque. Voilà, c'est assez intéressant. Alors on est connu à New York comme étant l'agence
numéro un des francophones à New York City, donc New York City étant Brooklyn et Manhattan. On est connu pour ça, on communique beaucoup là-dessus et on est ravi de pouvoir accueillir presque une famille sur deux qui vient de l'étranger, notamment en expat, et qui sont pour nous des clients, une clientèle qui est très sympa et très intéressante, non seulement parce que les gens qui viennent sont des gens très intéressants, qui viennent prendre des jobs ici qui sont assez chouettes, mais aussi que bah, ce sont des personnes qui louent généralement les 2, 3 premières années et qui, s'ils ont décidé de rester un petit peu plus longtemps, sont des clients qui sont assez fidèles, notamment au moment de l'achat. Donc voilà, on est ravis d'être ça. Donc, je vais vous parler 2 secondes des expats. On est les experts des expats, les numéros un des francophones qui viennent s'installer à New York. On est connus pour ça. Normalement, d'où que vous soyez, que ce soit Londres, Paris, Bruxelles ou ailleurs, ou la Suisse ou ailleurs, si vous tapez agent immobilier français, eh ben non, c'est pas les Crêtes qui sortent en premier, c'est De Tilly Real Estate. Voilà, donc normal, on fait quand même beaucoup de dossiers chaque année sur des arrivées d'expats. Donc, on a une technique qui est très particulière pour faire accepter des dossiers d'expat. Donc, si vous posez la question, si un jour où vous êtes déjà dans ce cas-là en disant, bah, on va bientôt arriver au mois de septembre, nous, on est des experts pour faire passer les dossiers. Et vous allez voir que c'est une technique bien particulière que certains de nos concurrents nous envient et qui font qu'on a 100% de taux de réussite sur les dossiers qu'on présente basé notamment sur cette technique-là. Et la deuxième chose, c'est aussi sur la réputation que l'on a. Les Français ont une très bonne réputation et notre agence surtout. Donc, tous les dossiers qui viennent de notre agence sont traités de manière prioritaire. Et bien évidemment, on est des experts c'est autour de tous les réseaux des écoles francophones, françaises. Et on fait pas mal de off-market du coup autour de ces régions-là parce que c'est des coins dans lesquels on place beaucoup de familles. Donc, on sait en avance qui va déjà partir et donc quelles sont les maisons qui vont se libérer. Et dans à peu près 20% des cas, Marius, arrête-moi si je dis une bêtise, mais à peu près 20% des cas, on arrive à mettre en relation des locataires et des propriétaires qui arrivent en total off-market et les annonces ne touchent même pas le marché. Ouais. Voilà, donc Ouais, surtout à Brooklyn, en effet. surtout à Brooklyn, ouais, on est assez fort, on a une grosse réputation. Voilà, oui. Alors, on peut tout louer. Nous avons 17 000 biens de disponibles sur le marché. Alors, je vous expliquerai juste après comment ça fonctionne. Mais ça veut dire, si je le rephrase de manière à nous mettre un petit peu en avant, ça veut dire qu'on a dans notre agence tous les appartements à louer de New York, Manhattan et Brooklyn, toutes les maisons, tous les biens à louer. Même chose pour les biens à vendre. Ça veut dire qu'on a une très grande vitrine. Je vais vous parler du property management, c'est la gestion locative. Je le fais vite fait, c'est la relation qu'on a avec le propriétaire. On trouve les locataires, on rédige le bail de location, on gère toutes les finances de l'appartement, et puis on a une relation quotidienne avec le locataire et l'immeuble. C'est la gestion locative comme vous pouvez le faire. Nous, ça nous aide en fait beaucoup à fidéliser nos clients, notamment le propriétaire et pourquoi pas le locataire aussi. Car si ce propriétaire veut un jour bah, acheter ou revendre son bien, c'est forcément avec nous qu'il va le faire. Et la même chose avec des locataires qui parfois sont partis d'un endroit pour acheter une maison ou un appartement avec nous. Donc on fait ça vraiment dans ce but-là, la gestion locative. On est une agence immobilière et je vais vous raconter un petit peu comment fonctionne le marché à New York. Le marché à New York, en fait, il fonctionne d'une manière totalement différente de Paris, Londres ou ailleurs. C'est-à-dire que toutes les annonces sont centralisées dans un système central qui est unique, qui s'appelle le MLS, le Multiple Listing Service. Donc tout le monde qui a des appartements à vendre ou à louer le met là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information, elle est très facile à trouver si vous allez sur StreetEasy, Zillow, sur n'importe où, sur le site, par exemple, de Tilly Real Estate à New York, qui est en train d'avoir un très gros rafraîchissement dans les jours qui vont venir. Eh bien, vous voyez tous les petits points des appartements qui sont alloués en fonction de vos critères, le nombre de chambres, le nombre d'appartements, le nombre de pièces, pardon, de chambres, de prix, de location, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si je résume, qu'on peut tout visiter, on peut tout louer, on peut tout acheter. Voilà. Ça, c'est 17 000 propriétés à louer, 17 000 propriétés à vendre sur le site de Tilly Real Estate. Donc, avec nous, on va dire.
Alors, si je reviens sur ce sujet-là, on va parler des étapes de l'achat. On va aller très très vite. Ça fonctionne un petit peu comme en France. D'abord, la première chose à faire, c'est définir son financement. C'est-à-dire, bon là, Betty est là, donc ça c'est super. On a quelqu'un de la banque. En France, bah, on définit quel est l'emprunt bancaire qu'on va pouvoir faire pour acquérir son bien immobilier. Ben, on fait exactement la même chose. Ici, ça s'appelle des mortgages, c'est-à-dire que c'est des prêts qui sont hypothéqués sur le bien. Donc, la banque va prendre en garantie le bien en cas de problème, de défaut de paiement. Mais la première chose à faire, c'est de savoir si on a un budget d'1,2 million ou d'1,3 million. Voilà, parce que bah, entre 1,2 million, 1,3 million ou 1,4 million, eh bien, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, définir le financement en fonction de bah, votre capacité financière et puis aussi du fait d'être plus ou moins à l'aise à vous mettre un petit peu de manière tendue ou pas sur les remboursements. Mais ça, c'est Betty qui est juste là, qui va voir ça avec vous et qui va vous ensuite donner ce qu'on appelle une pré-approval letter. Et c'est grâce à ça, vous avez votre pré-approval letter d'1,3 million. Eh bien, on va commencer à rechercher des appartements d'1,3 million. Voilà. Donc, on va faire une recherche active avec un agent de tiers real estate obligatoirement. Hein. Euh, donc, le truc qui est bien, c'est que du coup, on va les taper dans ces 17 000 annonces qui sont en ligne. Et nous, on va faire notre gros travail de sélection, de recherche. On connaît beaucoup, beaucoup d'immeubles, donc on connaît quels sont les bons plans, quels sont les mauvais plans, la différence entre les condominiums et les coopératives. Euh, du coup, on est complètement en mesure de vous faire une sélection d'une dizaine, d'une quinzaine d'appartements qu'on va pouvoir aller visiter. Nous, on va être de votre côté, on va défendre uniquement les biens, soit de l'acheteur ou soit du locataire. Et puis en face de nous, on aura quelqu'un qui va nous faire visiter l'appartement et qui, lui, va représenter les intérêts uniquement du propriétaire ou uniquement du propriétaire. Voilà, donc derrière, on va faire des offres stratégiques. Offres stratégiques, il y a un petit astérisque qui est assez marrante ici sur le marché américain, c'est que c'est pas le premier qui fait une offre au prix, c'est pas le premier qui fait une offre au prix qui a forcément l'appartement. C'est celui qui va avoir soit les meilleures conditions financières, ou soit, eh bien, on peut faire des offres qui sont au-dessus du prix. Et ça peut ne pas s'arrêter. Enfin, si ça s'arrête forcément à un moment donné, mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle des bidding wars qui peuvent, donc qui veut dire la guerre des prix, la guerre voilà, des enchères, et c'est celui qui fait l'enchère la plus intéressante pour le propriétaire qui généralement remporte l'appartement. Donc ça, c'est une technique qui existe ici. Donc du coup, qu'est-ce que font parfois les, les propriétaires? C'est qu'ils mettent leurs biens un tout petit peu moins cher que le prix réel du marché. Du coup, tout le monde se rue vers leur appartement ou leur maison. Et puis ensuite, derrière, le but du jeu de l'agent qui va vendre ou qui va louer l'appartement, c'est de dire, bah, génial, nous avons reçu 10 offres, eh bien maintenant, vous avez 2 jours pour nous remettre la meilleure offre avec le meilleur financement possible, le plus de cash possible, entre guillemets, le moins d'emprunt peut-être, et l'offre la plus chère. Donc, nous, on va définir cette offre stratégique et ensuite, on va négocier. Euh, un des points que l'on met beaucoup en avant auprès de nos clients, c'est qu'on est une équipe qui est très forte en négociation. La négociation, c'est de la technique. Et ça nous permet d'arriver à notre but qui est qu'un acheteur et un vendeur soient contents de la transaction qu'ils ont faite. Voilà. Et pour ça, il y a 150 000 chemins différents et il ne faut pas emprunter le mauvais chemin parce que ça peut faire rater soit la négociation ou soit ça peut, par exemple, faire en sorte que les personnes vont acheter plus cher que le prix qu'elles auraient pu avoir. Donc ça, c'est super intéressant. Nous, on est une grosse part importante à tel point que, par exemple, quand on fait des visites avec des clients dans des appartements qu'on va acheter, je leur dis surtout pas un mot positif sur l'appartement pendant la visite. Et vous allez me raconter tout ce que vous pensez de l'appartement quand on sera loin de l'appartement, loin des oreilles indiscrètes. Et puis, parce qu'une petite phrase de 5 mots peut ruiner complètement une négociation. Petit astérisque, petit exemple. Il y a une personne un jour qui m'a lâché sans s'en être rendu compte. C'est exactement l'appartement que je recherche entre le salon et la salle à manger. Sa négociation était finie à partir de ce moment-là. Elle pouvait toujours me demander
des remises de 300, 400 ou 500 000 dollars. J'étais sûr qu'elle rachèterait l'appartement au prix. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ensuite, on va signer un contrat de vente. La banque va faire une inspection pour être bien sûr que le bien que son client achète est bien réel. Voilà, s'il achète quelque chose à 5 millions, si ça vaut que 2 millions, eh bien, la banque ne va pas prêter tout l'argent qu'il faut. Et puis ensuite, une fois qu'on a le mortgage commitment délivré par HSBC et Betty, les services de Betty, eh bien, là, on arrive vers une signature, ce qu'on appelle le closing, la signature définitive, l'acte définitif, et là, avec la remise des clés, l'échange des chèques, etc. Voilà, donc ça, c'est les étapes de l'achat, elles sont hyper simples. Ça fonctionne vraiment comme un peu comme partout. Et nous, c'est vraiment là où on est les plus forts. C'est dans la recherche active, dans la sélection, dans l'offre stratégique et dans la négociation. Euh, euh, et on peut le dire parce qu'on l'a vu, il y a des personnes qui ont cherché à négocier eux-mêmes. Ils font forcément des erreurs. Il y a une chose qu'il faut vraiment se dire, c'est que si on cherche à faire des offres sans l'aide d'un agent immobilier, surtout à New York, eh bien, on est émotionnellement lié à l'achat et on va forcément faire des erreurs, à moins que vous soyez le plus grand expert de la négociation. Tout le monde fait des erreurs et j'ai vu des gens qui ont des, des, des positions très, très importantes dans des sociétés qui sont des très, très fins négociateurs pour plein d'autres sujets. Mais pour le sujet de leur appartement, c'est les deux pieds dans le plat et c'est les erreurs qu'il ne faut pas faire. Donc, voilà à quoi on sert, notamment pour ces trois grandes étapes. Et je Euh, rajouterais, Renaud, juste ouais, que il n'y a pas de notaire comme en France, mais c'est un avocat, un attorney, qui va vous accompagner tout au long du process de l'achat, qui va vérifier toute la partie légale. Et c'est important de sélectionner cet attorney avant, pendant la sélection du financement, pour qu'il soit prêt à travailler dès le premier jour sur une offre d'achat acceptée, parce que entre l'offre d'achat et votre contrat, tout peut arriver et vous ou le vendeur peut changer d'avis ou peut avoir d'autres offres. Donc c'est très important de sélectionner son avocat immobilier avant le processus d'achat. ouais, ça fait partie des choses qu'on prépare avec Marius et avec nos clients. C'est le fait d'être prêt dégainer une offre, avoir déjà une pré-approval letter et avoir déjà choisi son attorney pour les transactions, effectivement. Le marché new-yorkais, donc du coup, Marius, je vais te laisser parler Oui. du marché notamment, on va commencer par Manhattan. Oui, alors pour ceux qui nous suivent, à chaque fois on fait un point sur le marché. La dernière fois c'était en octobre. On voyait que les chiffres en octobre, nous, ce qu'on voyait sur le marché, c'est que tout était relancé et que les prix remontaient. Donc ça, c'est les prix du Q1 2025 versus le Q1 2024, donc premier trimestre 2025. On a une offre avec des prix en hausse de 16%, plus 16% pour Manhattan. Donc ça englobe, là, ce sont les prix des condos, donc seulement des condominiums et une augmentation des ventes de 47%. Donc ça, c'est ce qui s'est passé en fin d'hiver, début d'année, avec notamment l'élection de Trump, qui a boosté et dynamisé les ventes en ce d'année 2025. Et aussi, on va en parler peut-être avec Betty après, de la baisse des taux. Et ce qu'on a aussi, c'est qu'on a un listing inventory, donc il y a plus de biens sur le marché que l'année dernière. Les vendeurs se sont décidés à remettre leurs biens sur le marché parce qu'il y a plus d'acheteurs et les prix remontent. Ça, c'est pour Manhattan. Là, sur les nouveaux développements, c'est pareil. On a une augmentation des prix de 21% et plus 70% de nombre de ventes comparé à l'année dernière. Donc, pareil, que ce soit le resale ou le resale, donc l'ancien et les nouveaux développements, il y a une grosse demande et les prix, du coup, suivent en plus 21% comparé à l'année dernière. Le new dev, ça veut dire, le new development, ça veut dire l'immobilier neuf. C'est Une le neuf, neuf voilà. c'est vraiment les buildings tout neufs qui poussent à Manhattan, un petit peu comme des champignons. Alors, on a le marché de Brooklyn. Marché de Brooklyn, lui, qui est toujours en hausse depuis une quinzaine d'années, il suit une augmentation aussi de 7% en un an. C'est moins important qu'à Manhattan. Manhattan est toujours un peu plus en dents de scie. Ça baisse plus fort, ça augmente plus vite. Brooklyn, sur 15 ans, c'est comme ça. Depuis 15 ans, nous, voilà, ça fait 10 ans
qu'on vous dit qu'il faut acheter à Brooklyn. Et nos clients qui nous ont écoutés il y a longtemps et même qui nous écoutent aujourd'hui ne sont pas déçus parce que voilà, tous les ans, c'est plus un prix qui augmente, plus de ventes. Et pareil, on voit exactement la même chose qu'à Manhattan. Il y a plus d'inventaire. Alors, ce qui est bien pour les acheteurs, il y aura plus de choix. Mais les prix à Brooklyn, de toute façon, ça, c'est le prix des condos. On va voir le prix des maisons juste après. Mais le prix des maisons, Renault, pareil, suit la même tangente. Les maisons, on est très très fort aussi sur ce marché-là. On a accès à des off-market, on a accès vraiment en avant-première à des maisons magnifiques dans tout Brooklyn. Il y a un stock fini, donc évidemment, acheter une maison, eh ben, dans 10 ou 15 ans, votre maison elle vaudra plus cher, surtout dans les quartiers où on est très actif. Plus 8% en un an, voilà, plus 7% de nombre de ventes closées en un an. Et à l'inverse des condos, on a un inventaire qui est moins important que l'année dernière. L'inventaire est très faible, il y a une très grosse compétition et souvent Renault parlait de bidding war. Les maisons, là, on a eu une maison, on a eu le cas. Premier week-end, on était avec des clients, il y avait peut-être 60 personnes, Renault, dans la maison, sur l'open house. Une maison à moins de 3 millions, à 2,5 millions en plein Carroll Gardens, qui était en bon état mais qui est parti au moins à 3 millions. C'est sur 500 000 au-dessus du prix. Voilà. Ça, c'est la On a... technique dont on parlait. Mais alors, je reviens juste sur quelque chose que tu as dit qui est super intéressant, Marius, c'est que les gens ne croient pas quand on dit ça. Mais l'immobilier, notamment dans ça. Parce que là, on parle de Brooklyn, mais Brooklyn, c'est le borough avec le plus de population dans New York City, qui est composé des 5 boroughs que tout le monde connaît. 2,8 millions d'habitants à Brooklyn. Là, on parle de Brooklyn en général. Il y a certains quartiers de Brooklyn, comme Carroll Gardens, dont tu parlais, Marius, mais il y a aussi Mhm. Cobble Hill, il y a d'autres quartiers qui sont généralement les quartiers au bord de l'eau, au bord de la rivière, du côté qui fait face au bas de Manhattan et face à la Statue de la Liberté. Il y a certains quartiers qui ont plus que doublé, voire 2 fois et demi, quasiment fois 3 sur les 10 dernières années. Donc, on parle de quelqu'un qui avait une maison, qui a acheté une maison à 1,8 million il y a 10 ans. Sa maison, elle vaut quasiment 4,5 millions aujourd'hui. Donc, ça, c'est quelque chose qui est super intéressant à prendre en considération. C'est que dans ce marché, dans cette tendance de Brooklyn qui est que à la hausse, il y a même des micro-marchés qui sont encore plus hauts que ça, avec des pentes qui sont Exactement. assez intéressantes à voir. Et notamment, Et qui dans sont... Et qui... Ouais, ces micro-marchés, c'est pardon, les, c'est vas-y. les maisons qui sont sur le bord de Brooklyn, qui fait face à Manhattan et face à la Statue de la Liberté. Mm. Oui, exactement. Et c'est des quartiers qui sont aujourd'hui plus chers que 80% des quartiers de Manhattan. Voilà, c'est Ouais, le top 5, dans le top 5 ou dans le top 10 de New York City. Donc avec évidemment les quartiers historiques les plus chers de Manhattan, mais qui arrivent tout de suite en quatrième ou cinquième position, ces quartiers-là de Brooklyn. Et le marché du luxe, donc tout ce qui est au-dessus de 4 millions, donc on sait New York est toujours la ville où il y a le plus de millionnaires et le plus de milliardaires. Voilà. Il y a le dernier chiffre, c'était une personne sur 24 est millionnaire à New York. Voilà. A au moins 1 million sur son compte en banque de disponible. On ne parle pas d'immobilier, hein, on parle d'argent disponible. Et c'est pareil, depuis un an, donc ce marché-là qui est au-dessus des 4 millions de dollars, on a eu un record l'année dernière en fin d'année où on a eu 40 transactions au-dessus de 20 millions de dollars, ce qui n'était pas arrivé depuis 3 ans. Plus 36% en moyenne et plus 30% de ventes sur l'année comparé à l'année dernière. c'est toujours intéressant, en Ce fait, que, même si parfois les chiffres, ils sont assez stratosphériques. On voit des ouais, maisons à vendre à 86 millions de dollars, 100 millions de dollars, 120 millions de dollars, et des maisons ou des appartements qui se sont vendus. Alors, généralement, ils ont des vues qui sont assez exceptionnelles. On avait vu que le record de la transaction, c'était en janvier 2019 à 238 millions de dollars. Mais ce que je veux dire par là, c'est que New York est une ville qui attire énormément aussi les gens riches du monde entier. Et du coup, ça veut dire que c'est un marché qui est extrêmement dynamique. Il n'y a pas que le luxe ne nous intéresse pas forcément plus que ça. J'aimerais bien faire 150 ventes à 86 millions de dollars, mais ce n'est pas nous notre cœur de cible. Euh, on va parler aussi des marchés des rentals. oui. Marius, Bah, le marché du rental, depuis la fin du Covid, on est à plus 55% en moyenne des prix de location.
On l'a tous ressenti ici à New York. Les prix n'ont jamais baissé depuis le Covid. Et pourquoi? Parce il y avait plusieurs raisons à ça. L'augmentée des taux d'intérêt immobiliers, donc beaucoup de gens n'ont pas pu acheter et ont continué à louer. Et aussi, New York, après le Covid, a attiré de plus en plus de monde. Certains sont partis dans des villes comme Miami, par exemple. Mais finalement, New York est le hub international et l'Europe, l'Asie euh, ont attiré énormément de personnes et toutes les grandes entreprises du monde sont toujours à New York. Et New York est l'entrée des États-Unis. Et puis surtout, il faut Oui, dire une Renaud, chose, dis-moi. Marius, toi qui es beaucoup à Paris, c'est qu'à New York, il n'y Oui. a pas d'encadrement des loyers. Donc, ça veut dire Il n'y a que pas d'encadrement dans le loyer. on est sur un free market et donc, du coup, C'est ça. vous pouvez vous prendre des Votre loyer grosses peut prendre augmentations et ça en fait partie. ouais. Le loyer à New York, vous allez signer un bail de 1 an et l'année d'après, vous pouvez prendre 15-20% d'augmentation très rapidement. Voilà. Donc, c'est pour ça Il qu'il fait, là aussi, ouais. quand on est suivi par 2TI du côté des rentals, des locations, ce genre de choses, on les prévoit en avance. On peut aussi négocier sur 1 ou 2 ou 3 ans et pour éviter ce genre de mauvaises surprises. On est des experts de la négociation des leases et donc c'est-à-dire de tous les articles qu'il y a qui sont assez Du bail. juridiques. Hein, Mm. le bail est généralement en 60 articles différents sur lesquels on va reprendre nous et on va notre vigilance sur chacun des points. Et notamment, il y a une chose qu'on peut faire. On peut faire des baux qui sont pas que de 1 an mais de 2 ans sur lesquels on va fixer les prix dès le début. Et on peut se faire aussi ce qu'on appelle des options to renew. On ne va pas rentrer dans la technique des choses, mais des options de renew, c'est une option qui n'est activable que par le locataire sur un certain prix qui est donné, ce qui permet de contrôler un petit peu l'augmentation des loyers Le auprès du prix, oui. propriétaire. Mm. Voilà. Voilà, et ça Euh, fait partie de donc, notre. donc voilà, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais aujourd'hui, le loyer moyen à Manhattan, il est de 5 360 $. Voilà, ça, c'est le prix moyen. Aujourd'hui, vous cherchez un one bedroom en dessous de 4 500 $. C'est le prix d'un one bedroom. On est sur quasiment 10% sur 1 an. Donc, la grosse différence depuis le Covid aussi, c'est que nos investisseurs, que ce soit à Manhattan ou à Brooklyn, on était sur des rentabilités de 2-3% à l'époque, c'est à l'époque, je dis avant le Covid, en 2019. Aujourd'hui, on peut arriver à du 4, 5, voire beaucoup plus, notamment à Brooklyn, où on va le voir après avec Renault sur la partie développement immobilier. Mais on va être sur des rentabilités beaucoup plus intéressantes parce que les prix n'ont pas autant augmenté que les loyers. Et voilà, et le prix, si on compare avec ouais, Brooklyn est assez proche, hein, parce qu'on était à 5003 pour New York, et vous voyez que Brooklyn, on est à 4100. Donc Brooklyn a rattrapé son retard déjà depuis quelques années. On est toujours sur un buyer's market sur les deux, c'est-à-dire à Manhattan et à Brooklyn depuis 2 ans, mais cette tendance pourrait être changée dans les prochains mois, notamment si les prix commencent à augmenter et si l'inventaire de biens n'augmente pas également. Pourquoi? Eh ben, les taux d'intérêt donc baissent, on est autour de 6, allez, 7%. On était presque descendu sous les 6 il y a quelques mois, c'est remonté en début d'année. Donc ça a amené tous les gens les primo-accédants qui étaient sortis du marché là depuis 2022, fin 2022, reviennent actuellement. Donc nous c'était assez marrant parce que de 2022 à 2020, enfin avant 2022, on avait peut-être 20-30% de nos clients en primo-accédants. En 2023-2024, on n'en a pas eu parce que les taux d'intérêt sont passés de 3 à tout de suite quasiment 7%, 8%. Et pour les Là, donc là, ils Européens, reviennent. il y a une deuxième chose aussi qui est super intéressante, c'est Exactement. que, eh bien, hier, on est à 1,14, 1 euro égale 1,14 $. Vous voyez qu'il y a très, Il y très a peu un de mois, on temps, était en à 1,04, février, 1,03. ouais, en Ouais, février, quasiment, on était presque à la parité, 1 euro à égale un parité. dollar. Donc Ouais. là, en quelques mois, donc c'est la deuxième partie du graphique qui est super intéressante. En quelques mois,
eh bien, les investisseurs européens viennent de gagner 15% de pouvoir d'achat, 15% de pouvoir d'achat en quelques mois. Donc, du coup, ça, pour nous, en tant que, on va dire, euh, experts des investisseurs européens qui viennent acheter ici aux États-Unis, ça, c'est une vraie donnée qui impacte l'intérêt qu'ont les investisseurs européens à investir ici aux États-Unis et à New York en particulier. Euh, voilà, c'est ce qu'on vient Voilà, de en dire. conclusion, enfin, la conclusion Ouais. de tous ces chiffres, c'est que Manhattan, New York en général, est un marché immobilier refuge. On l'a vu, l'augmentation des prix, et que ce soit à Manhattan ou à Brooklyn, on va chercher des choses différentes dans les deux. Ça va dépendre de ce que vous cherchez en termes d'investissement. On a une parité dollar qui devient plus avantageuse, enfin, qui est plus avantageuse maintenant qu'il y a quelques mois ou même quelques années. Et pour 2025, on va être, malgré ce contexte politique et économique qu'on a vu en début d'année un peu mouvementé, pour que ça soit la bourse et sur le chose. Nous, on a certains clients qui avaient senti ça depuis un moment, qui étaient sortis du stock market, donc de la bourse, et étaient prêts à investir dans l'immobilier. Et c'est ce qui s'est passé notamment en fin d'année. On l'a vu avec tous les chiffres qu'on a vus dernièrement, là. Beaucoup de gens ont acheté de l'immobilier là, maintenant, et vont continuer en 2025, surtout dans des villes comme New York, Paris, Miami, Londres, euh, peut-être moins Londres, mais dans des villes comme ça où c'est le centre économique qui reste le plus fort et là où vous perdrez pas d'argent, Merci Marius, la transition elle est exceptionnelle avec deux Tilly Real comme Estate. d'habitude. Où est-ce qu'on peut acheter? Eh bien, on peut acheter Voilà. à Long Island dans les Hamptons. Je ne sais pas si vous connaissez les Hamptons. Les Hamptons, c'est un peu le lieu de villégiature des New-Yorkais. Ça correspond, voilà, c'est le bout de l'île. Je vais vous montrer quelques images de maisons qui sont là-bas. Donc, nous, on accompagne nos clients sur des achats de maisons qui peuvent être soit des maisons secondaires ou soit des maisons sur lesquelles on va faire ce qu'on appelle short-term rental. Si je veux vulgariser, c'est un peu plus du Airbnb qui est possible dans les Hamptons, de pouvoir louer à la semaine des belles maisons. Et là, pour le coup, on revient sur ce que Marius disait tout à l'heure. On est sur des rentabilités sur ce type de maison-là qui sont parfois au-delà des 10%. Donc, ça devient super, super intéressant. Et surtout quand on veut en profiter l'été. On peut aussi investir à Miami. Donc, Detillier est présent aussi à Miami. Je ne sais pas si vous connaissez bien Miami, mais on a un expert local, un des meilleurs brokers de Miami, qui accompagne tous nos clients dans leurs achats là-bas à Miami, que ce soit des achats de nouveaux développements ou des achats d'appartements, ce qu'on appelle en resell, que ce soit sur South Beach ou ailleurs. Il y a Detilly Paris qui existe maintenant depuis un an. Et Marius est là Oui. voilà, pour en parler parce que Marius Oui, bah a monté l'agence là-bas. exactement. À Paris, on fait l'inverse de ce qu'on fait à New York, c'est-à-dire à New York, nous sommes les numéros un des francophones, et à Paris, nous sommes les numéros un des acheteurs américains. Donc, nous accompagnons. Vous avez vu comment fonctionne le système ici. Quand un Américain veut acheter en France, il est un petit peu perdu. Donc, on propose ce service de chasseur d'appartements, de buying agents à Paris. Et on les suit à Paris, mais également dans le sud de la France et en France. Et il y a beaucoup d'Américains qui sont très intéressés par la France et Paris, notamment parce qu'ils sont peut-être moins d'accord avec leur président et parce qu'ils adorent la France et ils veulent passer plus de temps, surtout en France aujourd'hui où à Paris on a des prix qui sont en train de remonter mais qui sont au plus bas depuis 10 ans. Donc, c'est le moment d'acheter. Il y avait une parité dollar intéressante pour eux également. Elle est toujours intéressante à 1,15. Donc, on suit cette clientèle-là et on a aussi une équipe qui vend des biens. Donc, quand on vend des biens, on fait comme tous nos amis, hein, nos amis agents immobiliers. On ne va pas les citer ici. Mais en plus, on propose ces biens-là à nos clients américains et sur le marché américain avec l'agence de New York.
qui nous donne une très très bonne visibilité lorsqu'on veut vendre Ouais. un bien à Paris. Donc si vous avez, peut-être il y a des Français qui nous écoutent, enfin il y a que des Français qui nous écoutent, mais il peut y avoir des gens qui ont des biens à vendre à Paris notamment. N'hésitez pas à nous contacter parce que on a aujourd'hui une quinzaine de recherches actives d'agents, d'acheteurs américains. Donc on aime aussi proposer des off-market et des biens qui ne sont pas sur le marché à ces clients-là. Donc, Et on en n'hésitez parlait un pas petit peu à... hors antenne avec Betty et avec Romain. Tout le monde a regardé sur Netflix les séries, l'agence qui s'appelle Parisian Agency ici aux États-Unis. Il y a aussi la série de Netflix Emily in Paris. Bah, nous, on a un petit peu mieux que ça. On a Marius in Paris. Euh, Je sais pas si c'est mieux, mais voilà. c'est plus efficace en termes d'immobilier, c'est clair. C'est Oui. plus efficace en termes d'immobilier et c'est pour ça que les Américains nous aiment. C'est parce qu'on est à la fois à New York, à Miami et à Paris. Du coup, ils sont hyper rassurés par des experts qui sont partout. Je vais vous parler hyper rapidement du développement immobilier. Je vous disais tout à l'heure, voilà, deux types de développement. On achète des maisons, on les rénove, on les agrandit et ensuite soit on les loue et on les revend. Ça, c'est plus destiné à des investisseurs. Je vais vous donner l'exemple d'une maison. Voilà, avant, voilà, après. Voilà, avant et après la rénovation. Avant, après la rénovation et une maison qui était totalement détruite, on va dire, impossible de vivre dedans. 2 ans de travaux avec un architecte et un designer d'intérieur. On voit la différence entre l'avant et l'après. C'est une maison qui s'est vendue pardon, dans le quartier hyper huppé et chic de Cobble Hill à Brooklyn. C'est une maison qui a été achetée à 5 millions, que nous avons vendue à 5 millions 9. Il y a eu pour 3 millions de dollars de construction. Et en un petit peu moins de 30 mois, d'ailleurs, c'était en 29 mois, la maison a été revendue à 13 millions de dollars, faisant un gross profit, c'est un profit brut, de plus de 4 millions de dollars en, on va dire, un tout petit peu plus de 2 ans. Ouais, deux Voilà, ans. voilà le projet, les types de projets immobiliers. Alors, il y en a des plus petits avec des chiffres un petit peu plus faibles, des achats à 2, 3 millions de dollars avec généralement 1,5 million, 2 millions de dollars de travaux et sur des net gains qui sont entre 1,5 million et 2,5 millions de dollars. Je vous montre quelques exclusive listings. On vient juste de vendre là, cet appartement sur King Street à West Village, qui était un super bel appartement à l'asking price. On a bien fait. Donc ça, on était très contents. On vient juste de rentrer en contrat d'une très belle maison à Carroll Gardens, dans Carroll Street, à 5,4 millions, dans un des quartiers les plus chics de Brooklyn. On a un appartement absolument extraordinaire à vendre à Tribeca, un plateau entier au 8e étage avec des terrasses de chaque côté, une cheminée qui fonctionne et avec des hauteurs sous plafond de style loft américain. Voilà, cet appartement-là, on l'a en vente aussi. Et puis, on a des appartements à louer. Là, en ce moment, on loue un petit appartement. Je voulais vous montrer ces photos-là, histoire de terminer sur une note photographique qu'on vient juste de rentrer à Carroll Gardens. On a une très, très belle maison à louer aussi à Carroll Gardens à 25 000 dollars par an. Donc, ça, Par mois. moi, évidemment. Pardon, excusez-moi. On a une autre maison qui, pour le coup, la Off Market va arriver sur le marché demain. Donc, vous la voyez en avant-première, qui sera dans les 13 900 dollars par mois. Et voilà, ça, c'est le genre de maison qui devrait partir en moins d'une semaine, étant donné l'énorme afflux en ce moment qu'on a de familles qui arrivent et qui ont déjà décidé d'arriver pour la rentrée de septembre scolaire de leurs enfants, donc qui vont faire le move là pendant l'été. Donc c'est pour nous la grande période du mercato entre guillemets des familles. Voilà, merci à tous en tout cas pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur le site de tillerealestate.com, le site de tilleparis.com et sur notre YouTube. Voilà nos coordonnées. N'hésitez pas à les prendre, à nous envoyer des emails si vous avez un projet d'achat, de location à New York, à Brooklyn, à Manhattan, à Brooklyn, à Miami ou à Paris. Merci beaucoup. Parfait.
Merci à vous deux. Aujourd'hui, on peut acheter à partir de combien à New York? Le studio, c'est moi qui ai fait probablement le record du studio le moins cher avec Marius. Le moins cher, c'est un Super. coop, donc c'est quelque chose qui ne concerne pas ça, c'est un record dont on n'est pas peu fier, mais non, non, c'est un studio qui est un coop, donc qui concerne pas les investisseurs parce que c'est pas quelque chose d'intéressant. 310 000 $ on l'a vendu. On va dire que les condos, les premiers condos, ils commencent à partir de 500 000 $, en dessous de 500 000 $. Il y a que comment on va dire ça, des tombeaux, des, des caves Oh, avec des fenêtres. on se comprend. Ok, merci à tous les deux, c'était très clair. Maintenant, bah, vous avez vu, Renaud, il nous a montré les étapes. Et la première étape, c'est de venir se faire financer ou du moins se faire préapprouver. Et donc, on va parler de différentes situations. Betty va d'abord nous éclairer sur les financements pour donc, les gens qui nous écoutent, qui sont citoyens américains ou avec une carte verte. Comment ça se passe? Je suis américain, j'ai le passeport américain, j'ai la carte verte. Comment ça se passe, Betty, aujourd'hui, pour se faire financer chez HSBC? Super. Eh ben, très bien. Merci, merci Marius et Renaud. Merci à Romain comme d'habitude. Merci à tous celui qui nous écoute. Donc, effectivement, la première étape à faire, comme Renaud vous a mentionné, c'est de se faire préapprouver pour que vous sachiez un peu combien vous pouvez vous permettre et que quand Renaud et Marius font leurs recherches, ils vous offrent vraiment ce que vous pouvez vous permettre ou ce que vous voulez, combien vous voulez mettre. Donc, pour un client qui est américain, soit citoyen canadien, soit américain, soit une carte verte et que vous déteniez le visa acceptable pour habiter aux États-Unis, donc on, et que vous êtes ici, ça fait plus que 2 ans aux États-Unis, donc, on peut vous offrir jusqu'à 80% de financement pour une maison principale. Si vous voulez acheter, par exemple, un pied-à-terre, vous habitez déjà à Manhattan et vous voulez acheter quelque chose aux Hamptons, comme ils vous ont montré, donc ça devient une maison secondaire. On peut vous donner jusqu'à 75% de financement. Et si vous voulez acheter plutôt un bien locatif, on peut vous donner jusqu'à 70% euh, du prix d'achat. Parfait. Donc 20% d'apport pour résidence principale, 30% d'apport pour résidence secondaire. Bravo, Bon, exactement. magnifique. Est-ce qu'on parle du deuxième cas Oui, alors euh, pour mhm, les clients qui sont tout nouveaux, qui qui sont viennent tous d'arriver? exact. Alors, Ils ont juste un visa de travail, on va dire? c'est ça. Alors, on voit très souvent, par exemple, des clients qui viennent de déménager aux États-Unis ou vont déménager dans un mois ou deux. Ils se font soit transférer par leur boîte avec, again, le bon visa qui vous donne le droit de travailler ici, d'habiter ici. Alors, pour ce genre de clients, ça devient un peu plus difficile de se faire préapprouver ou de faire un mortgage parce qu'ici aux États-Unis, toutes les banques, ils ont besoin de voir que vous avez 2 ans d'historique aux États-Unis. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que vous travaillez pour une boîte ici aux États-Unis, que vous avez eu le temps de construire votre credit score qui est très important ici aux États-Unis, que vous avez le 2 ans historique, que ce soit au travail, pour votre résidence ici aux États-Unis. Donc, pour ce genre de clients qui viennent juste de déménager et qui n'ont pas eu le temps de construire leur crédit et tout ça, on a quand même une solution. On vous offre quand même 80% de financement pour votre résidence principale et on sait comment travailler avec tout ce qui est, tout ce qui est, vous n'avez pas encore votre crédit score qui a été construit aux États-Unis. Vous n'avez pas vos 2 ans de W2 comme toutes les autres banques ont besoin. On sait comment travailler avec ça et on peut toujours vous offrir jusqu'à 80% pour votre maison principale. D'accord. Donc là, tu as une solution que, en général, les autres banques n'ont pas. Exactement, ouais. Magnifique. Alors, on a un troisième cas de figure de financement pour les clients qui sont internationaux, donc qui vivent et travaillent à l'extérieur des États-Unis, mais qui Mhm. veulent quand même acheter à New York.
Comment on fait? Exact. Donc, ça, c'est encore en général plus difficile pour les autres banques. Mais nous sommes HSBC, une banque internationale, donc on sait aussi travailler avec ce genre de clientèle. Alors, par exemple, si un client travaille et habite à l'extérieur des États-Unis et qui veut acheter une propriété aux US, presque n'importe où aux US, et qui n'a pas de numéro de US, de numéro d'assurance sociale américain, qui n'ont pas de tax return ici aux États-Unis, qui n'ont rien aux États-Unis, on a quand même une solution pour eux. Donc, ce genre de clients-là, ils achètent aux États-Unis comme maison secondaire, comme un pied-à-terre. Et là, on peut leur offrir jusqu'à 70% de financement. Vous mettez 30%, nous on vous offre jusqu'à 70% pour un pied-à-terre. Et si vous voulez acheter ça pour comme bien locatif, vous mettez 40% et nous on vous donne jusqu'à 60%. Donc, ça, c'est super intéressant pour les clients internationaux. Chaque pays a euh, ses propres lois spécifiques. Donc, c'est toujours bien de parler one-on-one pour qu'on sache avec quel pays. Euh, mais c'est ça un petit peu en gros. Euh, Parfait. Euh, qu'est-ce qu'il faut te donner? Quels sont les facteurs qui vont faire que tu vas pouvoir nous donner cette lettre de fameuse pre-approval pour ensuite aller faire du shopping avec Marius et Renaud? Exact. Alors, donc, les étapes sont importantes. Ça veut dire, c'est toujours bien de prendre un rendez-vous, on se parle la première fois, un petit 20 minutes, je vois un peu qu'est-ce que vous cherchez, euh, combien vous avez de sous pour l'apport et tout ça. Et là, une fois qu'on voit que ça fait du sens, que vous travaillez, vous avez du revenu et tout, et que je vois que ça peut marcher, là, je vous envoie un lien qui est super simple. Vous cliquez dessus, vous mettez vos informations, ça prend à peu près 12 minutes. Et puis là, quand vous appliquez, je review l'application, on se reparle et je vois que tant que tout a l'air bien, que vous avez les sous pour l'apport, vous travaillez, votre revenu, vous êtes capable d'être qualifié par rapport aux dettes et aux revenus. Là, au bout de 24 heures, je vous donne votre pre-approval. On fait ça général et c'est valide pour 4 mois. Donc, on attend. Dès que vous avez ça, vous retournez chez Renault, chez Marius, vous voyez un peu qu'est-ce qu'ils peuvent vous proposer par rapport à, à, ce que à votre budget. Et là, vous commencez à travailler dessus. Et dès que vous avez une offre acceptée, là, on flippe ce pre-approval là qui était général, on le flippe avec l'adresse de la propriété. Et là, on commence à courir avec le loan et à récupérer tous les documents et tout ça. Une chose qui est importante aussi à savoir, c'est qu'ici aux États-Unis, quand vous achetez par exemple dans un condo, dans un building, il faut aussi que le building, non seulement que vous devez être préapprouvé, mais le building doit aussi être approuvé par HSBC. Donc, c'est toujours important que vous vérifiez avec moi. En général, la plupart des buildings avec lesquels Renault et Marius travaillent sont déjà préapprouvés, mais c'est bien à savoir qu'ici aux États-Unis, le building aussi doit être approuvé. Euh, Aussi, une autre chose qui peut être différente, ici, le crédit doit toujours être au nom du client, au nom personnel du client, et le titre de la propriété peut être soit sur le nom du client, soit on offre aussi le service si vous voulez, si vous préférez l'avoir sur une US LLC ou une US corporation. Euh, je couvre aussi private banking. Donc, private banking, on peut faire autrement. Ça veut dire on peut mettre le crédit sous le nom d'une LLC, d'une US LLC, une US Corporation. Mais ça, again, c'est vraiment un one-on-one conversation. Um, On a fait le Nous, tour? je peux me permettre de dire quelque chose. oui. Vas-y. Avec Betty, comme on travaille beaucoup avec donc toutes les banques et Betty en particulier, qui finance beaucoup de nos clients acheteurs, il faut juste se dire que dans la majorité des cas d'acheteurs, en tout cas étrangers, les gens achètent pas forcément en nom propre, mais à travers une LLC qui est une structure très simple, fiscalement transparente, ici aux États-Unis. Vous pouvez toujours, même si vous achetez en nom propre, c'est-à-dire que j'achète la maison à mon nom, ensuite transformer la propriété à travers une LLC dans laquelle vous faites venir votre femme, vos enfants, etc. Donc ça, il y a une autre personne ensuite qui est très à même de vous conseiller, c'est l'avocat.
qui va vous donner toutes les différentes variantes fiscales. Et la deuxième chose que je voulais dire, notamment auprès de Betty, on travaille beaucoup là-dessus. Nous, quand on fait une offre sur une maison, forcément, admettons que vous ayez une capacité d'emprunt de 4 millions de dollars et que vous voulez acheter une maison à 3 millions 4. Forcément, on ne va pas mettre une pré-approval à 4 millions. Ça voudrait dire, les gars, on peut monter dans le prix. Non, on va faire toutes les pré-approvals au prix qu'on va proposer à chaque fois. Donc, si la première offre que l'on fait est à 3 350 000, on va demander à Betty de nous faire une première pré-approval à 3 350 000 pour cette maison. Je résume. Pour bien avancer en négociation, il faut avancer caché. Et du coup, que les gens ne savent pas que derrière, on a éventuellement un petit peu de marge. Si tu arrives et que tu mets ta pré-approval à 5 millions de dollars, les gens vont se dire, bah non, non, t'es gentil, 3 millions 4, ton offre est refusée et il va falloir que tu remontes de plusieurs centaines de milliers de dollars. Alors que quand on arrive caché, avec une pré-approval juste au montant de l'offre que l'on fait, qui est une offre fois inférieure au prix demandé, eh bien, on se donne toutes les chances de faire aboutir la négociation et en tout cas de donner aucun indice au vendeur qui est en face et qui aura aucune prise sur est-ce qu'il peut aller plus loin ou pas. Voilà, ça c'est tout notre job dans la négociation, notamment dans la négociation d'achat. C'est ça. Ouais, des fois, le client, il commence, il me dit, bon, peut-être je peux aller jusqu'à 4 millions, mais après, il voit quelque chose avec Renault, Marius, et ils disent, non, bah écoute, on a trouvé quelque chose peut-être à 3 millions 5, fait une pré-approval à 3 millions 4, donc il n'y a pas de problème, je change the number, je, I don't pull the credit again, c'est juste que je change le prix d'achat avec le prix du loan, et là, voilà, donc c'est exactement ce que Renault a dit. Très clair. Alors maintenant, c'est le temps des questions. Donc si vous avez des questions, il faut les poser maintenant. Il nous reste 8 minutes pour répondre à toutes vos questions. Si vous êtes sur LinkedIn ou sur Zoom, allez-y, c'est juste en bas. On a une première question de Maya sur Zoom. Bonjour, merci pour ce webinaire et les informations. Pouvez-vous faire la distinction entre condo et coop? Alors, je peux évidemment faire ça. Il y a deux types de propriétés à New York. Les condos, qui sont le short de condominium, et coop, qui est le short de coopérative. La grosse différence, c'est que, alors, je vais vous donner le condominium. Le condominium, vous êtes propriétaire d'un appartement dont vous avez un titre de propriété. C'est exactement pareil qu'à Paris. Ça veut dire que l'appartement vous appartient. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez le louer. Ça peut être un pied-à-terre. Ça peut être votre résidence principale. Ça peut être une résidence secondaire. Ça peut être n'importe quoi. Si vous pouvez le louer, il n'y a pas besoin de demander 50 000 autorisations. Alors, sauf si vous voulez casser des murs porteurs. Et à ce moment-là, il faut demander l'accord de la copropriété comme à Paris. Mais en gros, grosso modo, condominium, c'est pour les étrangers parce que c'est le même type, c'est un type de propriété, ça ressemble exactement à la propriété qu'on a à Paris. Les coopératives, ça ne concerne que les New-Yorkais. Donc, ce n'est pas intéressant pour des investisseurs, c'est presque pas intéressant pour des personnes qui restent ici 3-4 ans. Pour des personnes qui ont décidé de s'installer aux États-Unis, à New York en particulier, why not modulo. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Un coop, ça coûte environ 15% moins cher qu'un condominium, mais ça a des inconvénients. Le premier des inconvénients, c'est que quand vous voulez l'acheter, il faut faire toute une application, passer des entretiens auprès du board, qui est le conseil syndical de l'immeuble, les différents propriétaires qui se réunissent devant vous et qui vont vous poser tout un tas de questions. Et ces gens-là ont la possibilité de dire, lui, il ne l'achètera pas dans l'immeuble, on ne veut pas de lui. Donc, vous êtes quand même soumis au jugement d'un conseil syndical qui peut vous dire oui ou non si vous pouvez vendre votre appartement à cet acheteur en particulier. S'ils disent non, il faut recommencer tout le processus, retrouver un autre acheteur, refaire ce qu'on appelle une application. C'est assez long. La deuxième chose, c'est que généralement, les charges dans ces immeubles-là sont supérieures aux charges des condominiums. L'idée, c'est quoi? C'est vivons entre nous. On ne veut pas de personnes qui n'habitent pas dans l'immeuble. Dans 80% des cas, c'est obligatoirement une résidence principale, c'est-à-dire qu'il faut y habiter toute l'année. Dans 20% des cas seulement, c'est ce qu'on appelle pied-à-terre allowed. Vous avez le droit de l'avoir, mais que en tant que pied-à-terre. Et dans quasiment
je ne vais pas dire 100% des cas, mais dans 90% des cas, vous n'avez pas le droit de le louer. Donc, pas très intéressant. Ça veut dire qu'à la revente, votre acheteur ne sera que un New-Yorkais dont ce sera la résidence principale. Vous avez pu tous les étrangers qui peuvent être intéressés par votre appartement, ce qui fait que le condominium, est la grosse option majoritairement choisie à 98% par nos amis francophones et investisseurs étrangers. On a une autre question sur LinkedIn de Marie. En combien de temps on peut acheter et financer son bien? Alors, vraiment, ça dépend de vous. En général, le contrat classique ici à New York, c'est que une fois que tout le monde a signé ce contrat, il y a marqué qu'au bout de 45 jours, vous devez donner votre conditional commitment letter et au bout de 60 jours on or about, vous devez closer. On or about, ça veut dire que ça donne le droit et à l'acheteur et au vendeur d'aller jusqu'à 90 jours. Mais évidemment, nous, on s'adapte tout à fait au client. Si par exemple, vous dites non, moi, je voudrais closer au bout de 40 jours et le vendeur, il est d'accord, il n'y a aucun problème, on fait ça, tout ça très rapidement. Nous, en général, une fois que vous nous donnez les documents, la commitment letter, elle est demandée au bout de 45 jours. Nous, en général, on le donne après 10 jours. Il n'y a pas de problème. Donc, on s'adapte vraiment à ce que le client veut. Il n'y a pas de problème. Et nous, du côté real estate, en fait, on n'a jamais fait de transaction de moins d'un mois et demi. Entre le moment où on va faire une offre, qu'elle soit acceptée, admettons que l'offre est cash. Donc, du coup, là, il y a plus l'implication de la banque. Donc, on va gagner des étapes. Dans le plus rapide, c'est un mois et demi. Dans le cas le plus long, avec un financement, ça peut être dans les 2 mois et demi, 3 mois. Voilà, pour Et, répondre globalement. et je voudrais ajouter aussi que si le client veut acheter cash, il n'y a aucun problème. Vous pouvez acheter cash dès que vous closez. Le lendemain, vous revenez chez nous. Si vous avez acheté une maison principale, vous avez payé cash, super, vous revenez, on peut toujours vous donner le même 80% qu'on aurait pu vous donner originalement. Si vous, Alors, donc ça, vous c'est avez un un bon, point ouais, important parce que c'est compliqué de faire ça en France. mhm. Pratiquement impossible, je crois. Euh, Marius? Oui, oui, après, on peut pas le faire en France, le refinancement comme aux États-Unis, on peut pas vraiment le faire. Après, c'est de l'hypothèque, souvent jusqu'à 50%, mais c'est un autre process. En effet, on peut tout à fait aux États-Unis acheter cash et quelques années plus tard refinancer et Ou son même bien le, pour pouvoir racheter autre chose. ouais, ou même le lendemain. Ça veut dire une fois qu'il Ou close même le lendemain, oui, oui. ouais, le 23 avril, il revient le 24 avril, on peut pratiquement lui redonner le 80% qu'on aurait pu lui donner originalement pour l'achat. Donc ça aussi, c'est bien à savoir parce que si les négociations de Renault et de Marius sont meilleures parce que vous payez cash, donc sachez que vous pouvez aussi avoir ça. Et bien Et- sûr, je veux juste ajouter quelque chose de très important, c'est que bien sûr, tout ça, c'est juste en termes de pourcentage qu'on peut vous donner de ça, mais bien sûr, vous devez être qualifié en termes de revenus, en termes de crédit, en termes de tout ça. Alors, je veux juste ajouter ça, ouais. quoi. Non, moi, en fait, il y a deux choses que les auditeurs aujourd'hui peuvent se dire. C'est quoi l'intérêt d'acheter un appartement en cash et ensuite d'aller voir une banque pour se le faire financer? Il y en a deux des intérêts. C'est super intéressant. Betty l'a dit. Le premier, c'est que quand on a une offre cash, on est beaucoup plus sexy du point de vue du vendeur qui va majoritairement choisir l'offre cash tout de suite parce que comme on supprime toutes les étapes de la banque, eh bien, on va raccourcir le délai de vente et le vendeur est quasiment sûr de faire sa vente. Donc, premier point, c'est que notre offre va être, euh, on va dire, sur le haut de la pile par rapport aux autres. Et la deuxième, c'est qu'on va pouvoir, grâce à ça, négocier entre -2 et -4%. Ça, c'est la moyenne. Et on était plutôt à -4, -6 un petit peu auparavant, pourcent, parce qu'on est cash. Donc, on achète moins cher et notre dossier est en haut de la pile. Maintenant, si on a l'argent cash nécessaire, c'est une stratégie qui est super intéressante parce que du coup, on achète l'appartement qu'on veut et puis quelques mois plus tard, avec Betty, vous le financez et du coup, eh bien, vous récupérez votre cash. Tout à fait, Stratégie gagnante. exact. Mais je vous conseille quand même d'abord qu'on s'en parle pour être sûr que une fois que vous allez acheter cash, vous allez quand même être qualifié après. Mais c'est tout à fait vrai ce que Renaud dit. Voilà.
La contacter avant le lendemain de l'achat. C'est ça. Euh, on va finir sur la question d'un auditeur anonyme et après on va rendre l'antenne. Est-ce qu'un retraité français peut devenir expat et acquérir un bien aux États-Unis? Je pense que ça, c'est à voir avec un avocat. Ça veut dire, non? N'importe qui peut acheter aux États-Unis déjà. C'est Donc, ça. déjà, la Exact. réponse, elle est très claire. Mm. Retraité ou pas retraité, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de statut. Il n'y a même pas besoin d'avoir de visa pour pouvoir acheter aux États-Unis. Vous Après, si vous achetez. voulez rester plus de 90 jours, oui, il vous faut un visa. Mm. Oui, ça, là, on parle d'immigration. Mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un visa pour acheter quelque chose aux États-Unis. Vous pouvez être un investisseur et acheter un appartement aux États-Unis avec les conditions dont Betty a parlé si on fait un mortgage pour les étrangers et les étrangers parce que du coup, vous êtes un étranger aux États-Unis. Mais voilà, il n'y a pas de spécification. Maintenant, pour habiter aux États-Unis, effectivement, il faut avoir un visa. Il y a 150 000 visas disponibles. Il y a pas mal. French Morning organise aussi des super webinaires avec justement des avocats spécialisés en immigration et qui vous permettent de trouver le bon visa pour votre situation. Voilà, je vous encourage à aller sur French Morning. Vous descendez tout en bas de la page d'accueil et vous voyez tous les replays des webinaires qui sont bien sûr en accès gratuit pour tous. On est arrivé à l'heure, donc on va vous libérer tous. Merci, c'était très clair. J'ai mis les emails de tout le monde, de tous les intervenants d'aujourd'hui. On a deux questions qui viennent de tomber. Euh, bon, on va les faire. Je vous garde encore 2 minutes. On a Monsieur C qui nous dit, est-ce que vous avez des conseils pour quelqu'un qui voudrait vendre en France et acheter aux États-Unis? Ouais. Vendre en France, c'est Marius, ici, et acheter aux États-Unis, c'est moi. Donc, oui, oui, il y a aucun. On aura plein de conseils à vous donner, où que soit d'ailleurs votre bien en France et où que vous souhaitiez acheter aux États-Unis. Et du coup, j'anticipe sur la deuxième question que je vois. Est-ce que ça vaut plus le coup d'acheter à New York ou à Miami? En tout cas, les grands gagnants, c'est les États-Unis. Ça vaut beaucoup plus le coup d'acheter en tant qu'investisseur aux États-Unis versus en France pour notamment pas mal de raisons particulières. Je vais en citer que deux. Il n'y a pas d'encadrement des loyers et on peut déduire un maximum de choses de votre revenu locatif, donc ce qui fait que c'est Notamment beaucoup plus l'amortissement intéressant. sur Voilà. 27 ans. 27 ans et demi, on peut amortir le bien sur 27 ans et demi aux États-Unis. C'est un truc qui est dans le cadre d'un En investissement résumé, locatif. vous payez très peu ou pas du tout d'impôts sur le revenu locatif. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est qu'il faut, ouais, exactement. Voilà. New Et York, Miami versus New York, ça dépend de ce que vous cherchez et ça dépend aussi votre montant d'investissement. Miami étant toujours un peu moins cher, donc plus accessible sur des plus petits montants, 200, 300, 400, 1000 euros. À New York, il faudra tout de suite 500, 600 000 pour pouvoir commencer à trouver des studios. C'est Et un peu la grosse différence. on pourrait même aussi parler du 1031, qui existe, je crois, pas en France. Exactement. 1031 qui vous permet de revendre votre bien et de reporter la plus-value si vous réinvestissez l'intégralité de la vente de ce bien dans un autre bien. Donc, ça va faire une effet boule de neige et ne pas payer la plus-value. Vous pouvez faire ça indéfiniment. à la reporter indéfiniment. Ouais. Ça s'appelle 1031 Exchange. C'est pour ceux qui Voilà. veulent regarder et checker ça Donc sur oui, Google. les États-Unis sont un peu plus ouverts pour les investisseurs et il y a beaucoup de choses intéressantes, notamment en termes de taxes qui sont moins importantes qu'en France. Et en France, on les retire un peu trop maintenant. Voilà. Merci encore. On a répondu à toutes les questions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre webinaire de French Morning. Et puis, je vous dis tous les trois à bientôt, parce que je pense qu'on a un point IMO prévu pour l'automne. Donc, on se voit très bientôt. Bon Avec après-midi, bonne plaisir. Merci Au soirée. Romain. revoir à tous. Merci tout le Merci. monde. Merci. Ciao. À bientôt. Ciao. Bye.